C'est le complexe scolaire La Sagesse. Je réponds au nom de Madame Bosseka Naomi, professeure de géographie dans les classes terminales. Pour aujourd'hui, la leçon d'aujourd'hui concerne plus la géographie pour les classes de 6e année. Et le BF du sujet parlera plus de la géographie régionale qui est la République démocratique du Congo. Alors, au premier point, nous allons commencer par présenter la RDC. La RDC est un pays de l'Afrique, du continent africain, et pas n'importe quelle Afrique, l'Afrique centrale. C'est un grand pays de l'Afrique centrale qui a une superficie de plus de 2 345 410 km. Et ceci lui vaut le deuxième rang africain, c'est-à-dire c'est le deuxième pays le plus vaste de l'Afrique après l'Algérie. Alors, c'est un grand pays qui a plus de 9 voisins, c'est-à-dire il est limité par 9 voisins. Et parmi ces 9 voisins, nous allons citer quelques pays. Il y a la République centrafricaine au nord, il y a la République du Congo à l'ouest. Au sud, nous avons la Zambie et l'Angola. Et à l'est, nous avons des pays comme le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda, ainsi de suite. Alors, il est limité au nord par la République centrafricaine, au sud par la Zambie et l'Angola, à l'est par le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et la Tanzanie, et à l'ouest par la République du Congo et l'océan Atlantique. Alors, par rapport à sa situation astronomique, la République démocratique du Congo est un pays qui est traversé par l'équateur. C'est-à-dire une partie de la République démocratique du Congo se retrouve dans l'hémisphère nord et l'autre partie se retrouve dans l'hémisphère sud. Et comme on dit, elle est située à cheval sur l'équateur, entre 5 degrés et 20 minutes latitude nord, 13 degrés et 27 minutes latitude sud. Et dans la longitude est de 12 degrés, 10 minutes est et de 30 degrés, 20 minutes ouest. Alors, ces frontières de plus de 900 045 km est souvent naturelle, c'est-à-dire la RDC est plus pétrée des frontières naturelles. Soit il partage ses frontières avec un pays, soit avec un fleuve, soit une rivière, soit une forêt, ou soit une bande de terre. Alors cet élément est un désavantage pour la RDC parce que ces longues frontières est souvent incontrôlée et ce qui fait que ça crée de l'insécurité. Alors, le deuxième point parlera des atouts. Quels sont les avantages que possède la République démocratique du Congo? Alors, la RDC a plusieurs avantages dont nous allons essayer de citer quelques avantages. Le premier avantage, c'est d'abord sa situation géostratégique. Il se trouve au centre de l'Afrique. Étant au centre de l'Afrique, il constitue ce qu'on appelle un point de transit. Des transits pour tous les pays qui sont les 9 voisins et même les pays qui sont à l'extrême nord ou sud. C'est-à-dire, de passer du sud vers le nord, vous devez impérativement passer par la République démocratique du Congo. De l'est vers l'ouest, vous devez passer par la République démocratique du Congo. Et c'est un atout économique favorable parce que tous ces pays qui doivent passer normalement devaient payer des impôts, chose qui n'est pas faite. Et cela constitue un atout. Alors le deuxième avantage, c'est son poids démographique. La RDC regorge aujourd'hui plus de 80 millions d'habitants. Et avec les 80 millions d'habitants, 56% des populations de l'Afrique centrale est constituée de Congolais. Alors, comme on dit, plus les pays a beaucoup de personnes, plus le pays est peuplé, plus le pays se développe. Et on dit pas n'importe quelle population, une population instruite. Comme on dit, la richesse d'un pays, c'est premièrement sa population. Alors, à part ça, on passe sa grande diversité minière. La RDC est comptée parmi les pays les plus riches en sous-sol, et c'est ce qui fait même qu'il est convoité par plusieurs pays, plusieurs puissances occidentales. Alors,
Son sous-sol est riche, sa forêt, qui est deuxième après l'Amazonie, joue un rôle très important pour purifier l'air et même pour réguler la température. Tout ça, ce sont les atouts. Alors, quels sont les inconvénients? Quels sont les inconvénients que possède la République démocratique du Congo? Parmi ces inconvénients, il y a les semi-enclavements. La RDC est un pays à moitié enfermé. Pourquoi? Parce qu'il n'a qu'un seul accès vers la mer, et c'est en passant par la route du Congo, la province du Congo central. C'est le seul point d'accès, la seule voie de sortie. Et cette seule voie de sortie, qui est le Congo central, fait en sorte que la RDC soit comptée parmi les pays semi-enclavés, c'est-à-dire en moitié enfermés. Et c'est un désavantage, surtout sur le plan économique, avec les exportations et les importations. Alors, ces longues frontières, comme on avait dit, sont difficiles à contrôler. Et c'est ce qui fait en sorte qu'il est parmi les pays où il y a l'insécurité. Sa forêt est marécageuse, bien qu'étant un avantage, mais en même temps, c'est un désavantage. Pourquoi? Parce que la grande forêt, qu'on appelle la forêt équatoriale, est tellement marécageuse qu'il y a difficulté de construire des routes. Et lorsqu'il n'y a pas de routes, il y a difficulté de relire tous les coins du pays. Et c'est ce qui fait en sorte que ça constitue un désavantage. Et il y a aussi les montagnes de l'Est qui sont difficiles à franchir. Ce qui fait que l'Est est un peu isolé de l'Ouest, parce que ces montagnes-là, pour construire des routes, ça paraît difficile. Alors, ce qui fait en résumé que les voies de communication sont difficiles. C'est ce qui fait même l'objet de la misère. Parce que bien qu'au nord, on peut avoir des routes de désert agricole, mais relier le nord vers le sud est difficile. Relier l'est vers l'ouest paraît difficile à cause de ces obstacles naturels qui sont considérés comme des désavantages. Alors, au point 2, nous parlerons plus de structure et relief. La structure, c'est quoi? Ici, nous allons savoir de quoi est fait le sol congolais. Le sol congolais est constitué de 4 types de sols. C'est-à-dire, on retrouve 4 types de sols ou 4 types de roches. 4 types de roches. Et ces 4 types de roches sont bien répartis. Les premiers, c'est ce qu'on appelle les sols ou les roches sédimentaires. Les roches sédimentaires. On les retrouve plus où? On les retrouve plus au nord-ouest du pays, c'est-à-dire vers la cuvette centrale. Alors, les mots qui sortent ici, sédiments. Les sédiments, c'est quoi? Les sédiments n'est rien que la fermentation de toutes ces matières organiques qui se sont fermentées pendant des années et ont créé une couche au-dessus de ce qu'on appelle les sols anciens. Et cette couche-là est formée de grès, d'argile et ainsi de suite. Et ce type de roche est très riche en pétrole, mais très pauvre en minéraux. Il n'y a presque pas de minéraux, mais il y a beaucoup de pétrole. C'est ce qui fait que même que de nos jours, on dit la cuvette centrale est pétrée de pétrole. Et aujourd'hui, on ne peut pas exploiter ça parce que ça constitue ce qu'on appelle une réserve mondiale. Surtout que le pétrole est une source d'énergie épuisable qui conditionne le 21e siècle. Donc, tous ces pétroles de la cuvette centrale qui est issu à cause ou à partir de cette roche sédimentaire est considéré comme une réserve. Alors, le deuxième type de roche, c'est ce qu'on appelle les roches anciennes. Pourquoi on parle des roches anciennes? C'est parce que ces types de roches ont été formés depuis l'époque précambrienne. Là, on fait référence à la préhistoire. Et ces types de roches sont durs. Ils sont aussi appelés blocs compacts, c'est-à-dire ce sont des types de roches qui sont difficiles à être victimes d'érosion. Et souvent, ils nous donnent comme richesse les minéraux. Ils sont très riches en minéraux, et pas n'importe quel minéraux. Les minéraux qu'on appelle les roches métamorphiques et les roches cristallines. Par exemple, les diamants, l'or, l'étain, et ainsi de suite, cobalt. Et les roches anciennes, on les retrouve dans les 3/4 du pays, c'est-à-dire dans les Kasaï, dans les Kwango, à l'est et dans le sud, ou est du pays, c'est-à-dire dans les Haut-Katanga ou même dans l'ensemble des
toutes ces provinces qui formaient l'ancienne province du Katanga. Des roches est appelées les roches côtières. Les roches côtières, on les retrouve plus où? On les retrouve à l'extrême sud-ouest du pays, c'est-à-dire dans la région côtière, précisément dans la province du Congo central. Et ces roches sont ici à cause des mouvements des mers et les mouvements du fleuve, c'est-à-dire lorsque le fleuve Congo entre en crue, il laisse ces diverses roches qui viennent dessous, sous l'eau, et ces diverses roches restent dans la terre ferme. Lorsque l'océan Atlantique entre en mouvement qu'on appelle les courants marins, il laisse ces petites roches qui sont riches en agriculture, c'est-à-dire riches pour l'agriculture, parce que ces types de roches favorisent la culture des tubercules. Et vous allez voir, on cultive beaucoup de tubercules dans cette partie du pays. Alors, à part les trois roches, les quatrième roche, c'est ce qu'on appelle les roches magmatiques ou volcaniques. Les mots qui sortent ici, c'est les volcans. On sait que le volcan n'est rien que ces mouvements-là, cette manifestation, c'est-à-dire les mouvements qu'effectue une montagne qui crache de lave est appelée volcan. Alors les roches magmatiques, ce sont des roches qui sont issues après les éruptions volcaniques. Et ces roches restent sur la terre ferme. Et avec ces matières magmatiques, ils fertilisent les sols de façon qu'on peut cultiver toutes sortes de cultures, même les cultures occidentales. Et ce type de roches, on les retrouve à l'extrême est de la RDC, c'est-à-dire vers les régions montagneuses actuellement, ou précisément dans le nord Kivu et dans le sud Kivu. Là où on retrouve plus les montagnes actives, comme nous l'avons dit précédemment. Alors, on passe au quatrième point, climat et végétation. Climat et végétation. Mais avant de passer à ça, il faut plus parler des reliefs. Les reliefs de la RDC. Les reliefs de la RDC est ordonné tout autour de ce qu'on appelle la cuvette centrale. Mais à part la cuvette centrale, la RDC regorge 4 types de reliefs, c'est-à-dire les 4 types sont, il y a d'abord la cuvette centrale. Et la cuvette centrale, ici, on les retrouve au nord-ouest du pays. C'est-à-dire dans la région où, comme on l'a dit précédemment, on retrouve plus les sols sédimentaires. Dans la partie nord-ouest. Et dans la partie nord-ouest, on a la province de Lubangui, la province de Mongala, la province de l'Équateur et ainsi de suite. Et à part une cuvette, la RDC est pétrée de ce qu'on appelle les plateaux. Et retenons que les plateaux est la forme de relief la plus répandue. Pourquoi? Parce qu'on les retrouve partout. Ils occupent le 3/4 de la République démocratique du Congo. Alors, parmi les plateaux, il y a les bas plateaux et les hauts plateaux. C'est-à-dire, les hauts plateaux ont la forme d'une montagne, c'est-à-dire une montagne qui n'a pas plus de 5000 km. Et parmi les hauts plateaux, on retrouve le sud-est de la République démocratique du Congo, dans les chaînes de Mitumba, cette longue chaîne qu'on appelle la chaîne de Mitumba, formée d'anciens massifs comme par exemple la Manika, Kundelungu, Marungu et Kibara. Il y a aussi à l'est de la République démocratique du Congo où on retrouve des hauts plateaux, des massifs montagneux comme les monts Bleus. Et à l'ouest, c'est la seule partie, c'est la seule chaîne de montagnes qu'on retrouve à l'ouest, ce qu'on appelle les monts Cristal. Si vous allez vers le Congo central, vers la ville de Kisantu, c'est là que vous allez retrouver. C'était une montagne, mais rongée par les érosions. Elle est devenue aujourd'hui un plateau, c'est-à-dire un bas plateau. Alors, ce qu'il faut retenir est que la partie qu'on appelle le toit de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire la partie la plus élevée de la RDC, c'est l'est montagneux. Parce que c'est là qu'on retrouve plus de montagnes qui ont atteint plus de 5000 km. Alors, parmi ces montagnes, on a... Parmi ces montagnes, nous avons les massifs de Rwenzori.
les massifs du Rwenzori, qui est long de plus de 5000 km, dont on retrouve les pics les plus élevés et les pics Marguerite et les pics Albert. Comme j'avais dit, je vais rectifier ceci. Souvent, les enfants, quand vous demandez quel est le sommet le plus élevé de la RDC, on parle du Rwenzori. Le Rwenzori n'est qu'une chaîne de montagnes dont les sommets les plus élevés est les monts ou qu'on appelle les pics Marguerite, qui a plus de 5120 mètres, et les pics Albert, qui a plus de 5100 mètres. Et ensuite, on retrouve les monts Virunga, toujours dans cette longue chaîne de montagnes, avec plus de 4517 mètres, dans le nord Kivu, qui est formé plus de montagnes actives. C'est dans cette chaîne de Virunga qu'on retrouve les montagnes actives comme les Nirangongo, les Nyamulagira, et ainsi de suite. Donc, nous passons au 4e point qui est l'hydrographie. Mais avant de passer, retenons que le relief de la RDC est structuré tout autour de la cuvette centrale. Mais les reliefs les plus répandus restent les plateaux. Et ensuite viennent les plaines. Les plaines et les montagnes, nous avons déjà parlé de ça quand on parlait plus de hauts plateaux et de bas plateaux. Ensuite viennent les montagnes. Les plaines sont rares et sont inhospitalières. Inutile d'expliquer, on avait vu ça, pourquoi elles sont rares. Parce que les plaines, on les retrouve que dans la partie ouest, le sud-ouest, c'est-à-dire dans la partie extrême sud-ouest, dans le littoral de l'Atlantique. Elle est étroite parce qu'on a vu, la RDC n'est qu'un pays qui est semi-enclavé. Ce n'est qu'une bande de terre, une petite bande de terre. Et il y a même difficulté de voir les bateaux, les grands bateaux accostés. C'est là même qui pose ce problème économique parce que les plaines ou cette côte de la République démocratique est inhospitalière. On retrouve plus des pierres, on retrouve des mangroves, on retrouve des lianes, ce qui fait que les bateaux ont difficulté d'accoster parce qu'il n'y a pas un port à l'eau profond. C'est ce qui cause l'inhospitalité des plaines. Alors, on passe à l'hydrographie. L'hydrographie de la RDC. L'hydrographie de la RDC est dominée par 3 bassins. Quand on parle d'un bassin, on avait vu, un bassin, c'est un cours d'eau important qui a plusieurs affluents tout autour de lui. Et les 3 bassins ne sont que les bassins du Congo, les bassins du fleuve Nil et les bassins du Chiloango, cette rivière qu'on retrouve plus en Angola. Alors, parmi ces 3 bassins, les bassins les plus importants, qui détient à lui seul les 3/4 de la République démocratique du Congo, c'est les bassins du Congo. C'est-à-dire, dans les bassins du Congo, on trouve une rivière très importante qu'on appelle le fleuve Congo, à partir de Kisangani, et qui a plusieurs affluents. On compte aujourd'hui de plus de 210 affluents. Et c'est lui qui domine l'hydrographie de la RDC. Alors, l'élément qui domine l'hydrographie de la RDC n'est que le fleuve Congo. Alors, le fleuve Congo, ici, traverse la RDC du sud vers le nord, du nord vers l'ouest et de l'ouest vers le sud. Alors, le fleuve Congo, lui seul, c'est le pays le plus puissant. Excusez-moi. C'est le fleuve le plus puissant de l'Afrique. Par son débit, c'est-à-dire la quantité d'eau qu'il déverse vers l'océan Atlantique est de plus de 5000 mètres cubes par seconde. Et cette puissance lui vaut la place d'être le fleuve le plus puissant de l'Afrique et le 2e fleuve le plus puissant du monde et le 5e fleuve le plus important du monde après l'Amazone, les Yangtze-Kiang, les Mississippi, Missouri et ainsi de suite. Alors, dans son parcours, il prend sa source vers la comté de Moussofi dans les Hauts-Katanga et de là, il longe jusque vers la ville de Kisangani. Et c'est à partir de la ville de Kisangani qu'il prend le nom du fleuve Congo. Parce que de Moussofi jusqu'à Kisangani, il est appelé la rivière Lualaba. À partir de Kisangani, il longe, il fait une courbe jusque vers la ville de Mbandaka.
Et de Mbandaka, il longe jusque vers Kinshasa. Et de Kinshasa jusqu'à Banana. Et c'est à Banana qu'il se jette dans l'océan Atlantique par un estuaire, c'est-à-dire les fleuves se divisent en deux bras. Et c'est là qu'on retrouve l'embouchure du fleuve Congo, précisément dans le Congo central. Alors, par rapport à son parcours, il est divisé en 3 cours. De Moussofi à Kisangani, on parle des cours supérieurs, c'est-à-dire de là où le fleuve prend sa source jusqu'à Kisangani. Et ce cours supérieur est le cours le moins navigable, c'est-à-dire il présente beaucoup de biefs non navigables. Le fleuve n'est pas totalement navigable à cause des chutes et rapides. Beaucoup de chutes et rapides, c'est ce qui fait que cette partie n'est pas navigable. Et cette partie, le fleuve n'a pas servi de voie de communication. Et de Kisangani à Kinshasa, c'est le cours moyen. Et ce cours est totalement navigable. C'est la partie du fleuve où on peut naviguer totalement sans problème. Et la 3e cour vient de Kinshasa jusqu'à Banana. Et ici, il y a une bief qui est non navigable, un bief non navigable qui va de Kinshasa à Matadi. Le fleuve est non navigable. C'est ce qui a fait en sorte qu'on puisse construire la route chemin de fer Kinshasa-Matadi, parce que le fleuve ne constituait pas une voie de communication. Mais de Matadi jusque vers l'embouchure, le fleuve est totalement navigable. Le fleuve Congo, nous avons dit, est compté parmi les fleuves les plus puissants. Sa puissance lui vaut à partir de 2 éléments très importants. La première est que le fleuve est traversé par l'équateur. Traversé par l'équateur, ça signifie qu'il a un atout que lui confère le climat. Si nous prenons ce petit dessin, vous allez voir, ces petits croquis représentent la RDC dans son ensemble. Et l'équateur passe par ici. Ce qui fait qu'au nord, ici, on retrouve plus un climat équatorial. Au sud, nous avons ici, les climats se mêlent, mais les climats qui dominent plus le sud, c'est les climats tropical, humide et même sec, ou même un climat de montagne. L'avantage est que lorsqu'ici, les affluents de la rive ou les affluents de l'hémisphère sud connaissent ce qu'on appelle la saison sèche, le fleuve est nourri par les affluents de l'hémisphère nord qui ne connaissent jamais la saison sèche, c'est-à-dire il pleut ici abondamment et pendant 12 mois. Ce qui signifie, même si le fleuve en remontant perd ses eaux du sud en allant vers le nord, à partir d'ici, il est ravitaillé par ses nombreux affluents et c'est ce qui fait qu'il ne perd jamais ses eaux. Et il est compté parmi les fleuves qui ont un régime régulier, c'est-à-dire la quantité d'eau qu'il déverse dans l'océan ne change pas, ne varie pas, parce qu'il a cet favoritisme qui lui est dû à cause du climat, c'est-à-dire la RDC ou les fleuves Congo étant à cheval sur l'équateur. Alors, le deuxième élément, à part le fait que le fleuve est à cheval sur l'équateur, il y a ces nombreux affluents. Tous les affluents du Congo, tous les affluents, toutes les rivières qu'on retrouve en République démocratique déversent ces eaux sur les fleuves Congo. Même les lacs de l'Est, vous allez voir, les lacs ont de ce qu'on appelle les rivières de déversion. Une rivière qui prend les eaux du lac Kivu et les ramène dans le lac Albert et ainsi de suite. Et il y a des rivières qui finissent toujours par une rivière qui ramène toutes ces eaux et les fait jeter ou dans le fleuve Congo. Et c'est ce qui fait que si nous disons que le fleuve Congo a un régime régulier, cela est dû à 2 choses. D'abord, il est à cheval sur l'équateur et en même temps, il est nourri par plusieurs affluents, c'est-à-dire plusieurs rivières qui lui servent des affluents. Alors, parmi ces affluents, on divise le fleuve Congo est nourri de 2 sortes d'affluents. Il y a les affluents de la rive droite et les affluents de la rive gauche. Parmi les affluents de la rive droite, on a par exemple
Lubangi, la rivière Louvois, Lukunga, et ainsi de suite. Parmi les rivières de la rive gauche, il y a la rivière Kasai, Lomami et Ikisi, et ainsi de suite. Mais ici, il faut retenir que de tous les affluents de la République démocratique, du fleuve Congo, les affluents les plus importants restent les Kasai. La rivière Kasai et la rivière Lomami, ici au nord. Excusez-moi, la rivière Ubangi, au nord. Et la rivière Kasai, qui prend sa source vers l'Angola, traverse la province du Kasai et à partir de Bandundu ici, il se jette dans le fleuve Congo, dans l'endroit où on parle de Kwamouf, qui est appelé autrement la bouche des eaux. Ceux qui vont vers les Bandundu, ils voient ça. C'est une rivière très puissante qui pouvait même être considérée comme un fleuve. Mais le mal en est que le fait qu'il se jette dans un fleuve, il ne peut pas être un fleuve. Il devient une rivière. Mais s'il s'est jeté vers la mer, il allait être considéré comme un fleuve. Il a plus de 2000 km, vous voyez, et Lubangi, 2300 km. Donc, ce sont les deux rivières qui nourrissent les fleuves Congo de façon quantitative. Et ensuite, en parlant des rivières, on passe par les lacs. La RDC est un pays très riche en eau, parce qu'on retrouve plus de 10 lacs, rien qu'en République démocratique du Congo. Et parmi les lacs, on retrouve tous les 3 sortes de lacs. La République démocratique a elle seule les lacs tectoniques, qu'on appelle autrement les lacs de Rift Valley, les lacs de Kivette et les lacs de Plateau. Parmi les lacs tectoniques ici, on a par exemple le lac Kivu, qui est le moins poissonné à cause du gaz méthane, mais jusque-là, il faut rectifier, il n'est pas encore exploité, comme on l'a dit. Il y a le lac Tanganyika, qui est le plus lent au monde, qui est le plus profond en Afrique. Et il y a le lac Albert, qui est le plus poissonné au monde. Rien que voir ces caractéristiques, vous allez voir que la RDC, l'hydrographie de la RDC contribue beaucoup à l'aspect socio-économique. Les lacs de Kivette, ici, nous avons les lacs Maindombe et les lacs Tumba. Les lacs Maindombe et les lacs Tumba, qui sont les lacs de Kivette, ou autrement appelés les lacs résiduels, c'est-à-dire ce sont des restes d'une mer intérieure qui se retrouvaient dans cette Kivette centrale. Bien que séchés, ils ont laissé des empreintes. Et ces empreintes n'est rien que les lacs Maindombe et les lacs Tumba. Et le troisième type de lacs, ce sont les lacs des plateaux. Dans l'exemple, est le lac Moero qu'on retrouve dans le sud-est, c'est-à-dire vers les Katanga. Alors, après l'hydrographie, on parlera de climat et végétation. Pour être plus bref, les climats en RDC, on retrouve aussi 4 types de climats. Et parmi ces climats, il y a les climats équatoriaux qu'on retrouve plus exactement dans le nord-ouest, c'est-à-dire dans la Kivette centrale. Il y a les climats tropicaux humides qu'on retrouve presque dans les 3 quarts du pays, c'est-à-dire vers les hauts plateaux, les bas plateaux et ainsi de suite. Et ensuite, on a les tropicales secs qu'on retrouve uniquement dans le sud-est et dans la région du Kwango. Et vient les climats de montagne. Et ensuite les climats côtiers. Au total, ça fait 5. S'il faut mélanger les deux, ça nous fera 4. Donc, les climats équatoriaux, on les retrouve au nord-ouest. La conséquence ici, ce n'est pas pour rien que nous mélangeons toujours climat et végétation, c'est parce que les climats déterminent le type de végétation. Et le fait que nous avons un climat équatorial avec ses caractéristiques d'une seule saison, de pluie abondante, une température au-delà des 25 degrés, donne comme conséquence végétative une forêt vierge. Le simple fait que l'arbre n'a besoin que de 2 choses, le soleil et l'eau. Et lorsque cela est quantitatif, cela nous amène à ce que l'arbre se sent en pleine émancipation. Donc, les climats équatoriaux donnent comme conséquence la végétation qu'on appelle la forêt vierge.
Les climats tropicaux humides qu'on retrouve dans la province du Mai-Ndombe vers le sud, dans la province du Congo central, dans la province du Kwango au nord et dans la province du Kasaï, la province orientale et ainsi de suite. Ces climats ici donnent comme conséquence ce qu'on appelle une savane boisée. C'est-à-dire, c'est une petite forêt dont on peut voir les arbres. Elle n'est pas si vierge, elle n'est pas si, comme on dit, elle n'est pas si ambrophile, elle n'est pas si serpenvirente. Et ensuite vient le climat tropical sec, qu'on ne localise que dans le sud-est du pays et dans la région du Kwango. Cela est dû à quoi? Cela est dû dans le sud-est, c'est-à-dire dans les Katanga, cela est dû au vent qu'on appelle les alizés froids qui proviennent de la mer, de l'océan Indien, qui vient et plus il parcourt beaucoup de distances, il perd son humidité, il devient sec. Et la conséquence ici, on a 6 mois de saison de pluie, 6 mois de saison sèche. Et lorsque c'est la saison sèche, il fait extrêmement froid. Et même chose dans les Kwango. La conséquence est que ce sont des régions qui sont un peu arides. On assiste à ce qu'on appelle la savane herbeuse, presque des herbes. On n'a pas assez de forêts et l'agriculture n'est pas assez développée. Troisième type de climat, ce sont les climats des montagnes qu'on retrouve à l'est, vers la région montagneuse. Et la conséquence qui est due à la végétation, on assiste à ce qu'on appelle une végétation étagée. C'est-à-dire, plus vous êtes en bas, plus vous voyez, plus vous montez, plus les arbres disparaissent. Et les climats côtiers, c'est ce qu'on retrouve dans le sud-ouest du pays, dans la province, dans l'extrême province du Bas-Congo. Et là, on assiste à ce qu'on appelle les forêts galériques ou mangroves. C'est un type de végétation qui longe le fleuve Congo. Alors, on avait vu ça, j'avais même montré la photo quand nous étions en plein exercice. Alors, à part climat et végétation, on passe à l'aspect peuplement. Peuplement. Alors, la RDC, comme on avait vu précédemment, est un pays surpeuplé. Aujourd'hui, on parle de plus de 80 millions d'habitants. Et le fait qu'il est compté parmi les pays les plus peuplés du monde, il est 11e en Afrique, au monde, pardon, par rapport à son peuplement, il est 4e en Afrique, après le Nigeria, l'Égypte et l'Éthiopie. La RDC prend la 4e position en étant les pays les plus, en étant compté parmi les pays les plus peuplés de l'Afrique. Alors, le fait qu'il est 4e en Afrique, sa population est nombreuse, mais répartie en 3 régions. Il y a l'Est montagneux. Et l'Est montagneux est la partie la plus peuplée de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas pour rien qu'avec les guerres, aujourd'hui on parle des génocides, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là. Cela est dû à quoi? Cela est dû aux activités de l'homme. L'Est de la RDC offre à l'homme des mécanismes, c'est-à-dire l'homme peut pratiquer et l'agriculture, et l'élevage, et la chasse, parce que c'est la partie la plus riche, qui contient tous ses atouts. À cause de ces activités, l'homme préfère habiter l'Est montagneux. Et l'élément le plus essentiel aussi, c'est le climat. Le climat des montagnes, qui a une température de moins de 15 degrés, fait en sorte que l'homme trouve ces endroits plus favorables que les autres parties de la RDC. Et à l'Est montagneux, il y a la cuvette centrale. Et la cuvette centrale est la partie la moins peuplée de la RDC. La partie la moins peuplée à cause de quoi? À cause de la grande forêt qui est marécageuse, qui est difficile à pénétrer et qui, dans l'inaccessibilité, fait en sorte que l'homme ne préfère pas habiter cela avec des maladies, avec des mouches, avec des moustiques et ainsi de suite. Et la 3e partie, qui est moyennement peuplée, c'est les bas plateaux du nord, du sud et le sud de la cuvette centrale. Donc Kinshasa et les Mai-Ndombe, les Bas-Congo, les Kasaï, la province orientale
donc la province de Luele, ainsi de suite, Ituri, et le nord du Katanga, sont des régions moyennement peuplées. Alors, par rapport toujours au peuplement, en RDC, on retrouve quatre groupes ethniques. 4 groupes ethniques, c'est-à-dire 4 types de peuples. Il y a d'abord les pygmées. Pygmées qui font partie des Pimoïdes, qui sont les premiers occupants de la République démocratique du Congo, et chassés par les Bantous, qui sont des peuples envahisseurs, qui vont les chasser, et ils vont aller se réfugier dans des endroits hostiles par peur. Et parmi ces endroits hostiles, en République démocratique du Congo, les Pygmées, on les retrouve dans la forêt équatoriale et dans la forêt de l'Ituri à l'est, appelés autrement les Batois. Les Batois. Alors, à part les Pygmées, il y a les Bantous. Les Bantous, c'est l'ethnie majoritaire. Ils sont dans les 3/4 du pays, un peu partout, constitués des Luba, constitués des Bangala, les Swahiliphones, constitués les Luba qui sont majoritaires à plus de 26%, les Bakongo, les Bangala et les Swahiliphones à l'est. Alors, à part les Pygmées et les Bantous, nous avons les Nilotiques. Les Nilotiques, les mots qui sortent ici, les Nils. Donc, si vous étudiez en histoire les migrations africaines, ce sont les gens qui ont longé les fleuves Nil et se sont réfugiés à l'est, c'est-à-dire même vers la région montagneuse. Et ils ont comme activité ici l'élevage. Ce sont des grands éleveurs et on les retrouve à l'extrême est, surtout dans le nord Kivu, dans la région montagneuse. Et ensuite vient les Soudanais. Les Soudanais, on les retrouve plus dans le nord du pays, constitués ici des Mbandi, des Mbaka, les Ngombe, les Azande et ainsi de suite, venus du Soudan et ils vont émigrer vers le XIVe siècle. Alors, à part les 4 groupes ethniques, les langues. En République démocratique du Congo, on a plus de 800 dialectes. Mais les 4 langues qui sont plus regroupées, il y a les Lingala, dont on parle plus le long du fleuve Congo et à Kinshasa. Il y a les Swahili à l'est de la République du Congo, du nord-est vers le sud-est. Il y a les Chiluba dans les centres et les Kikongo vers le Congo central, les Kwango et les Kwilu. Alors, ce qu'il faut retenir est que la RDC, par rapport à l'urbanisation, passons par le peuplement, le phénomène de l'urbanisation est récent. C'est-à-dire les villes de la RDC ont été construites récemment, c'est-à-dire dès l'époque coloniale. Et parmi ces villes, il y a la ville de Kinshasa, qui à elle seule a plus de 15 millions d'habitants, suivie de la de Lubumbashi, Goma, Kisangani, et ainsi de suite. Et nous voyons même que Kinshasa est la 3e ville la plus peuplée de l'Afrique. Après Lagos, Caire, viennent la ville de Kinshasa. Alors, nous constatons les phénomènes de l'exode rural dans les grandes villes de la République démocratique du Congo, surtout à Kinshasa. Et cela a plusieurs causes. Les manques d'industrialisation, la recherche d'une bonne vie, tout ça, qui fait en sorte que les gens quittent les campagnes, viennent vers la ville. Et les conséquences en ville, d'abord, il y a l'insécurité, le chômage, la naissance des bidonvilles, toutes ces maisons construites comme des cabanes. Et la grande conséquence économique est que c'est dans les campagnes qui forment ce qu'on appelle les secteurs primaires pour la production. Alors, ceux qui doivent produire viennent vers la ville. Et la conséquence est que dans les campagnes, il n'y a plus de main-d'œuvre. Et lorsqu'il n'y a plus de main-d'œuvre, sur le plan économique, l'appareil devient déficitaire. On court vers ce qu'on appelle une crise économique. Alors, ce qui dit finit avec les peuplements. On passe, il y a d'autres éléments dont on n'a pas le temps de dire tout ça, à l'économie. L'économie de la RDC. C'est un sujet du jour. L'économie de la RDC est prédominée par ce qu'on appelle les activités informelles. Les activités informelles, c'est-à-dire il n'y a pas assez
des grands commerçants, il n'y a pas assez d'entreprises, il n'y a pas assez. Les gens font ce qu'on appelle les activités informelles. J'ai ma petite boutique, je vends mes pains, je vends ceci, je n'ai que 20 pains, je ne vends que 20 chemises et ainsi de suite. Et cela fait en sorte que l'appareil économique de la République démocratique est squelettique, c'est-à-dire est maigre, comme je pourrais dire. Et parmi les caractéristiques de l'économie, il y a l'économie congolaise est extravertie et dépendante, c'est-à-dire tournée vers l'extérieur. Nous dépendons de l'extérieur. Observez seulement actuellement avec cette histoire de Corona, si vous allez au marché, tous les produits qui viennent de l'extérieur coûtent cher et deviennent carrément inexistants. Vous cherchez les laits, par exemple, comme Nido, Bel Hollandais, vous n'en trouvez pas. Pourquoi? Tous ces laits ne viennent pas d'ici, mais viennent d'ailleurs. Et le fait que les frontières sont fermées, cela devient rare. Et nous souffrons parce que nous dépendons. Et cet extraverti signifie quoi? Nous importons plus et nous exportons peu. Et le fait que vous ne faisiez qu'importer, vous devenez dépendant de ces pays exportateurs. Alors, elle est aussi désarticulée, c'est-à-dire les trois secteurs primaire, secondaire et tertiaire, ne sont pas complémentaires comme dans des autres pays. Les trois secteurs sont abandonnés. Par exemple, les gens des secteurs primaires, j'ai par exemple 10 hectares, je dois cultiver par exemple l'ananas, tout. Je ne sens pas l'aide de l'État pour financer mon idée, ainsi de suite. Elle est dualiste, c'est-à-dire il y a coexistence des deux secteurs. Soit les secteurs traditionnels et modernes. Il y a une juxtaposition entre les deux. Il n'y a pas juste milieu. C'est-à-dire, en République démocratique, on retrouve les gens, par exemple, je prends l'exemple de l'agriculture. Soit il y a une maman maraîchère avec sa houe qui pratique l'agriculture dans un coin. Soit on retrouve une grande entreprise qui prend des hectares et fait l'agriculture moderne. Il n'y a pas une coexistence entre les deux secteurs traditionnels et modernes. Elle est du type agricole. 75% de la population congolaise sont des agriculteurs. Si nous quittons la ville de Kinshasa, nous qui avons des frères et des oncles vers les Bas-Congo, les Bandundu, les Kassai, si vous y allez, vous allez trouver que l'activité de tous nos oncles, ainsi de suite, c'est souvent l'agriculture. Ce sont des agriculteurs. Donc, dans les Congos profonds, les gens vivent plus de l'agriculture comme activité principale. Et nous ne voyons pas ça parce que nous sommes plus à Kinshasa. Alors, elle est aussi peu dynamique. C'est-à-dire, si nous prenons seulement de 2010 jusqu'à aujourd'hui, à 2020, sur le plan économique, nous n'avons pas avancé, c'est-à-dire il n'y a pas d'avancement. Il n'y a qu'un balancement. Soit on régresse, soit on reste statique, soit on ne fait que balancer. Alors, comme on disait, le dernier point, ou l'avant-dernier point, on parlera plus de l'économie. Et on a vu par rapport à l'économie, les caractéristiques de l'économie. Et parmi ces caractéristiques, on a cité l'extraverti, dualiste et peu dynamique, et ainsi de suite. Alors ici, nous avons retenu que l'économie de la RDC est plus orientée à l'agriculture. Donc l'agriculture est parmi les activités les plus pratiquées de la RDC, chose qui n'est pas étonnante parce que le 3/4 de la population sont bantous et les bantous ont comme activité principale l'agriculture. Alors concernant l'agriculture, la RDC pratique deux types d'agriculture. L'agriculture traditionnelle, pratiquée par les simples paysans, et l'agriculture moderne, pratiquée par des entreprises agricoles. Et l'agriculture traditionnelle, c'est plus pour la survie, c'est-à-dire elle est plus orientée pour la survie, pour la famille. Et elle est plus pratiquée avec des techniques rudimentaires, la houe, la hache, ainsi de suite. Pas assez d'engrais pour fertiliser les sols. Et plus pratiquée par des simples paysans qui ne recourent qu'à la pluie, à
ce qu'on appelle l'activité qu'on appelle zachère, brûlis, et ainsi de suite. Et l'agriculture moderne est plus pratiquée par des grandes entreprises agricoles qui, par exemple, ont des engrais, ont de l'espace et ont des techniques un peu avancées, c'est-à-dire comme comment on appelle ça, des engins mécaniques. Ici, je donne l'exemple de Bukangalonzo, par exemple. Si vous voyez, ils ont des hectares et des hectares, ils ont des engins et ils ont beaucoup de produits qui doivent fertiliser les sols. Et ici, les rendements est élevé. Un rendement élevé, ils peuvent produire des tonnes et des tonnes de maïs. Et ici, le rendement est faible. Vous allez voir surtout que la culture traditionnelle, c'est ce qui est plus répandu en RDC. C'est ce qui fait en même que vous voulez acheter, par exemple, les légumes et vous voyez, les pondous, par exemple, coûtent plus de 1500 francs. Pourquoi? Parce que l'économie, c'est-à-dire les secteurs modernes ou l'agriculture moderne est plus pratiquée avec ce qu'on appelle les techniques ou les produits industriels. Par exemple, dans les entreprises modernes, c'est rare que ils puissent cultiver, par exemple, les feuilles de manioc. Là-bas, c'est plus, on cultive plus les cafés, tout ce qui est plantes stimulantes, les cafés, les thés, par exemple, la canne à sucre. Je donne l'exemple de cette entreprise, Wilungongo, par exemple. Et vous allez voir, si vous prenez les sucres coûtent moins cher en République démocratique du Congo, surtout à Kinshasa. Pourquoi? Parce qu'il fait l'objet des entreprises agricoles modernes qui produisent en grande quantité. Et le rendement est élevé. Ce qui fait que plus il y a quantité, plus les prix baissent. Parce que là, les produits n'est pas rare. Mais vous allez voir dans les cultures traditionnelles, il y a des cultures de céréales, par exemple. Il y a les légumes, les fruits. Le fait que le rendement est faible, les coûts coûtent aussi très cher. Et si on pouvait développer l'agriculture en prenant tous les produits qui sont cultivés dans la culture traditionnelle, on les donne aux entreprises modernes, vous allez voir, c'est comme en Europe, une pomme ne pouvait que coûter 100 francs. Alors, à part cela, les régions agricoles, où peut-on cultiver en République démocratique du Congo? Les régions agricoles, il y a d'abord les régions forestières. Les régions forestières. Dans les régions forestières, ici, on les retrouve plus au nord, vers la cuvette centrale. Et ici, les produits qui sont cultivés, c'est plus, par exemple, des légumes, plus de fruits, plus de bananes, et les cafés robusta. À part les régions des forestières, il y a plusieurs produits qu'on ne peut pas tous citer. Il y a les régions des savanes. Les régions des savanes, ici, c'est là où on rencontre plus ce qu'on appelle les climats tropicaux secs ou humides. On cultive plus les tubercules. On cultive plus ici les palmiers, l'aïs aussi, bien que ici aussi les palmiers et l'aïs, et ainsi de suite. À part les régions des savanes, il y a les régions montagneuses. Et dans les régions montagneuses, on cultive presque tout à cause du climat montagneuse. À cause du climat qui est doux, qui est favorable à toutes les cultures. Ici, on cultive et les céréales, et les tubercules, et les légumes, et les fruits, et même les plantes stimulantes, café arabica, café robusta, thé, et ainsi de suite, cacao, et ainsi de suite. Alors, on passe à l'élevage et la pêche. L'élevage et la pêche. L'élevage et la pêche sont des activités les moins développées en RDC. Pourquoi? Comme je vous avais dit auparavant, la pêche et l'élevage ne font pas tellement partie des activités des Bantous, mais elle est plus pratiquée, par exemple l'élevage, elle est plus pratiquée à l'Est. À l'Est. Et à l'Est, on pratique plus l'élevage des gros bétails, c'est-à-dire là, on a
les animaux comme la vache, et ainsi de suite. Et ces activités d'élevage, surtout à l'Est, elle est sentimentale. Elle n'est pas plus orientée vers des besoins économiques. C'est-à-dire, dès qu'un enfant naît, on lui donne un veau qui lui sert des amis, je dirais. C'est-à-dire, c'est une élevage affective. L'homme et l'animal ont des sentiments, l'un vers l'autre, si je peux dire ça. Et l'animal est élevé que pour son lait, rarement pour sa viande. Les laits, très rarement pour sa viande et très rarement pour les sang. Et cette activité pastorale est plus sentimentale. C'est ce qui fait que c'est très rare qu'on puisse abattre l'animal. Parce que ces animaux, vous avez des liens sentimentaux avec ces animaux. Et il vous sert qu'à vous donner du lait. Et c'est par des besoins, je dirais, qu'on peut s'alimenter de sa chair ou même de son sang. Et vous allez voir, c'est plus à l'est, là-bas, l'est montagneux. Là, on retrouve plus les Hamites et les Nilotiques. Ils ont comme activité l'élevage. Dans les autres parties de la RDC, oui, par exemple, dans la cuvette, pas totalement, dans les sud de la cuvette centrale, on retrouve l'élevage des petits bétails. L'élevage des petits bétails dans les Kasaï, dans les sud du Bandundu, l'ancien Bandundu, ainsi de suite. Là, on a l'élevage, par exemple, des moutons, l'élevage des porcs, l'élevage des chèvres, et ainsi de suite. Pas seulement ça, l'élevage de poulets, de poules, coqs, et ainsi de suite, dindons, lapins, et ainsi de suite. Tous ces élevages sont là, mais peu développés, ne sont pas tellement développés, ce qui fait que la viande coûte cher en République démocratique du Congo. Alors, à part l'élevage, il y a la pêche. La pêche est parmi les plus vieilles activités de l'homme. La pêche est aussi peu développée, malgré tous ces avantages que nous avons. Nous avons un fleuve, nous avons des lacs, nous avons même une voie, un accès vers la mer, mais malheureusement l'élevage est peu développé, la pêche est peu développée en République démocratique du Congo. Nous avons les lacs les plus poissonnés inexploités, les fleuves presque inexploités. Toutes les activités liées à la pêche sont pratiquées par des simples paysans pour la survie. Il n'y a pas assez d'entreprises de pêche. Comme on les voit dans les autres pays, il n'y a pas assez d'entreprises de pêche et c'est ce qui fait qu'on ne se nourrit que des chinchards et de tout ce qui est poisson qui nous vient de l'extérieur, ce qui prouve même que notre économie est extravertie. Alors, à part la pêche et l'élevage, il y a les sources d'énergie. Les sources d'énergie, comme j'avais dit précédemment, ce sont des matières créées par Dieu dont l'homme tire de l'énergie pour effectuer des travaux qui sont au-delà de ses compétences. Alors, parmi les sources d'énergie, la RDC a plusieurs sources d'énergie. La première, ici, d'abord, c'est le pétrole. Les pétroles, on les retrouve dans la cuvette centrale, jusque-là non exploitée, les pétroles par onshore, et dans les littorales de l'Atlantique, vers la ville de Banana, Mwanda. Ce pétrole est exploité par offshore. Il y a des entreprises comme Myoko qui s'occupent de l'exploitation. Il y a de l'extraction, des entreprises comme Perenco qui s'occupent de l'extraction, les entreprises comme Saucir qui essayent de raffiner le pétrole, mais ce pétrole-là a une mauvaise qualité. Mais ce qui veut dire, les pétroles ici, la RDC ne produit que le pétrole brut qui est raffiné à l'étranger et qui nous vient ici et dont nous devons payer. Si vous allez là-bas, vous allez voir les pipelines qui quittent là, qui va vers l'océan et se dirigent vers les ports d'Anvers jusqu'en Belgique. Et ainsi de suite. Alors, par rapport au pétrole, les entreprises qui s'occupent de l'extraction, il y a Myoko, il y a Perenco. L'entreprise qui s'occupe du raffinage, il y a Saucir actuellement. L'entreprise qui s'occupe du transport,
Surtout vers la partie ouest, il y a CEP Congo. Et à part ces entreprises, il y a des entreprises commerciales, c'est-à-dire qui vendent les pétroles raffinés. Il y a Total, il y a Engen, il y a Cohydro, il y a tout ce que vous connaissez comme station-service, toutes ces entreprises-là qui s'occupent de la vente. Alors, à part le pétrole, il y a les gaz. La RDC a une quantité de gaz méthane énorme qui, jusque-là, non exploitée, surtout dans les lacs Kivu et même dans la province du Kwango, non exploitée jusqu'à aujourd'hui. Et à part les gaz méthane, il y a l'hydroélectricité. L'hydroélectricité, la RDC à lui seul a plus de 30 barrages. Dans les principales, la principale reste les barrages d'Inga. Inga qui est en exercice jusqu'à aujourd'hui, il y a Inga 1, Inga 2 et Inga 3. Alors, il n'y a pas à dire sur ça, à part ces 3 sources d'énergie. La RDC aussi a l'énergie nucléaire, mais bien que en projet, le projet n'est pas encore fini. Si vous allez vers l'Unikin, vous allez trouver ça là-bas. Et c'est aux arrêts, je ne sais pas pourquoi. Alors, à part l'énergie nucléaire, on peut aussi produire de l'énergie solaire parce que nous bénéficions du soleil énorme. On peut aussi produire de l'énergie éolienne, mais malheureusement, tout cela n'est pas fait. Alors, à part les sources d'énergie, il y a les minéraux. L'RDC est un pays riche en minéraux, dont les principaux minéraux sont les cuivres. Et les cuivres, il y a l'étain, il y a les cobaltes, il y a les diamants, il y a l'or et ainsi de suite. On avait parlé de ça en long et en large. On a essayé même de localiser tous ces parties, où est-ce que se situent tous ces minéraux. Alors, à part les gaz naturels, il y a aussi l'industrie chimique de transformation et de métallurgie. Et il y a Chani Metal qui s'occupe de la transformation ou la métallurgie des chantiers navals, charpente, métallurgie, quincaillerie, outillage, tout. Clouterie, on avait parlé de tout ça. Les industries chimiques, par exemple, les industries qui fabriquent des médicaments. On avait parlé des pharmaquina et ainsi de suite. Les textiles, les minoteries, tout sucrerie, huilerie, brasserie, dont nous avons la brasserie des Bralima qui est l'un des filiales de Heineken, construction et bâtiment, et nous sommes passés par transport et communication. Et là, nous avons vu que les transports et communications est peu développé en République démocratique du Congo parce qu'il n'y a pas assez de routes. Il n'y en a presque pas. Nous n'avons que 3 nationales. National numéro 1, de Banana jusqu'à Kinshasa. National numéro 2, de Kinshasa, Kikwiti, en passant par Kananga et Mweneditu. Et national numéro 3 de Mweneditu à Kasumbalesa vers les Katanga. Et nous allons voir que toutes ces routes ne sont pas totalement asphaltées. Toutes ces routes, il n'y a que 5000 km qui est asphalté, alors que les réseaux routiers qui est le plus long de l'Afrique, c'est les réseaux routiers congolais, avec plus de 140 000 km, dont 5 000 seulement sont asphaltés. Et les restes, c'est plus de 30 et quelques mille non asphaltés. Et cela fait que les voies de communication sont souvent difficiles. Alors, et ensuite, on est passé à l'étude régionale. À part l'étude régionale, avant de passer à ça, on avait parlé de l'enseignement. L'enseignement au Congo, nous avons vu que l'enseignement au Congo est l'œuvre des missionnaires. Ce sont les missionnaires qui ont été les piliers de l'enseignement au Congo. C'est eux qui ont amené l'enseignement. Et aujourd'hui, l'enseignement est divisé en 3 branches. Il y a d'abord l'enseignement primaire, secondaire et universitaire. Bien que l'enseignement maternel existe, mais il n'est pas obligatoire, il n'est pas recommandé par la Constitution congolaise. Et l'enseignement primaire, on avait vu tout ce qui est objectif de l'enseignement primaire, secondaire et humanitaire. Alors, on avait vu la région où on retrouve plus les écoles, c'est les grands, presque l'ancienne province du Bandundu. Alors, c'est là qu'on retrouve plus les écoles. Et je crois que
Prochainement, on pourra parler de l'étude régionale. Pour aujourd'hui, je m'arrête là.